Bonsoir ou bonjour, bienvenue dans la 8e émission des Visages de la Recherche. Chaque semaine, 2 chercheurs ou chercheuses dans tous les domaines, ces explorateurs curieux et passionnés d'aujourd'hui dont on a bien besoin. Valérie André, bonsoir. Bonsoir Pascal. Vous êtes directrice de recherche FNRS en histoire de la littérature. Alors, chercher dans l'histoire de la littérature, ça signifie quoi? Renouveler le regard sur des stars, des écrivains statufiés, ou les déboulonner, ou bien encore exhumer des inconnus, ou encore autre chose? Tout ce que vous avez dit est vrai. Ah. Mais voilà, donc on va aller un peu plus loin quand même. Oui, en effet, l'image qu'on a traditionnellement de l'histoire littéraire, c'est que c'est quelque chose de figé. Voilà. On a l'impression que voilà, c'est du passé, donc forcément c'est passé, on a tout étudié, on ne va pas pouvoir revenir dessus. L'anatomie humaine, elle n'a pas changé, par exemple, un fémur, c'est un fémur. Mais voilà, la question, c'est que le regard qu'on a porté sur les œuvres, notamment par les premiers traités d'histoire littéraire ou manuels d'histoire littéraire qui ont été créés, enfin, on va dire, grosso modo, deuxième moitié du 19e siècle, vont porter sur la production littéraire un regard extrêmement formaté par l'époque. Et donc, il est évident... Et vous déformatez. Ben, on essaye de déformater parce que, justement, on se rend compte que les critères qui ont fait qu'on a choisi de garder ou, au contraire, de rejeter une certaine production parce qu'elle appartenait ou pas au rang de la littérature enseignable ou pérennisable, si vous voulez, ne sont pas forcément les nôtres et ne sont pas forcément justes. Et donc, l'histoire de la littérature va changer. J'imagine que la Valérie André de 2080, elle écrira encore d'autres choses sur des statues d'aujourd'hui. 2080, je ne suis pas sûre que je serai encore parmi vous, mais... Non, oui. j'ai dit une autre. Ah, une autre, oui. oui, ah bah oui, ça certainement. Et je pense que pour un chercheur, c'est quelque chose d'intéressant, justement, de voir que ses propres recherches, qui ont eu une actualité au moment où il les a faites, puissent être remises en question par une recherche qui va les poursuivre. Alors, un exemple, vous avez beaucoup parlé de la rousseur, avec un livre, La rousseur infamante. C'est l'autopsie d'un préjugé depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, et qui est toujours en vigueur, utilisé par la littérature, et notamment par des stars. Oui, par tout le monde, en fait. Et vous voyez, quand on travaille sur l'histoire de la littérature et des idées, j'insiste beaucoup sur ces deux aspects, c'est qu'en fait, on ne désincarne pas l'œuvre littéraire d'un autre champ de sciences humaines, mais pas que. Et donc, en fait, étudier la littérature, ça nous permet d'aider à comprendre le monde dans lequel on vit, le regard qui a été porté. Et donc, ce préjugé-là, qui peut paraître anodin, comme ça, au départ, les gens pensent que c'est anecdotique, et puis quand on lit les choses, on se rend compte que ça touche vraiment à des questions essentielles. Et de poils de carotte. Oui. À Judas, Quasimodo, Vautrin, le roux ardent, écrit Balzac. Mais au fond, pourquoi cette fascination et ce rejet du roux à travers toute l'histoire de la littérature? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, la littérature va traduire un phénomène global. C'est-à-dire que la rousseur, sur le plan biologique, constitue 3% de l'espèce, une sorte de mutation. Donc on pourrait dire qu'il s'agit en réalité d'une sorte d'anomalie, sans mettre de jugement de valeur là-dessus. Et que dès lors, ce qui est à la marge, ce qui est minoritaire, va déranger et fasciner. Et donc, on a souvent mis l'accent sur le caractère discriminant. Il y a aussi un facteur d'élection. Et donc, pendant toute l'histoire, vous allez avoir un préjugé lié à la rousseur qui va se façonner. Et préjugés dans tous les domaines. Le roux sent mauvais, le roux est un sale individu. Mais on dit, par exemple, une belle rousse. Oui. Parce que là, c'est la sexualité. Voilà. On ne dira jamais un beau roux. Non, et justement, le fait qu'on a un préjugé qui va être très genré, notamment sur le plan esthétique et sur le plan de la sexualité, va aussi avoir une incidence et évoluer. À des époques où la sexualité féminine doit être totalement maîtrisée, rester dans le cadre familial de la reproduction, la femme qui est susceptible d'éveiller des désirs pervers, elle va être mise au ban. On va dire que les prostituées, les rousses portent en elles le gène de la prostitution. Il y a des médecins qui ont écrit ça à la fin du 19e siècle. Ce qui fait que Zola va écrire Nana et que Nana est rousse. Et donc, par contre, aujourd'hui, alors que la séduction, que justement le caractère esthétique est primé, que la sexualité n'est plus mise au ban, eh bien, vous avez une hyper-valorisation de cela. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est finalement de voir comment l'écrivain, qui est un être singulier, qui va porter un regard singulier sur le monde, essayer de le traduire artistiquement, est-ce qu'il va finalement suivre la doxa et rentrer dans le rang de l'idée reçue,
et l'incarner quelque part, ou au contraire, est-ce qu'il va s'en distancier? Aujourd'hui encore, il y a des blogs anti-roux. Oui. Donc c'est d'actualité. Absolument. Hélas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, et là, c'est les technologies qui ont joué. Le fait que Internet et la publication des réseaux sociaux a permis à tout un chacun de prendre la parole, souvent de façon anonyme. On n'est pas forcément courageux quand on calomnie les gens. Eh bien, il va y avoir des blogs anti-roux avec des conséquences dramatiques. Un enfant qui s'est suicidé en Haute-Savoie, des appels à casser la gueule à un roux. Et puis vous avez un effet évidemment rebond, c'est-à-dire une espèce de communautarisme qui va se créer en réaction par rapport à ça, et où les personnes rousses vont se regrouper entre personnes semblables. Valérie André, alors il y a un livre qui vient de paraître, c'est l'abécédaire Moncelet. Pourquoi avez-vous décidé d'exhumer un auteur que personnellement je ne connaissais absolument pas, Moncelet, au XIXe siècle? Alors il faut dire que quand on lit votre abécédaire, on rentre comme dans un voyage au XIXe siècle, on découvre des tas de choses, mais pourquoi avoir été recherché cet inconnu? Oui, alors avant tout, donc, c'est un ouvrage qu'on a fait à trois, oui. Donc avec Paul Aron et Jean-Didier Wagner, donc je ne suis pas la seule autrice. Pourquoi? Parce que très simple, on est persuadé, notamment quand on fait de l'histoire de la littérature, que focaliser sur les grands noms, les génies, évidemment c'est intéressant, puis il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, mais est-ce que c'est par ce biais-là qu'on connaît le mieux la production d'une époque? Certainement pas. Le génie, il est hors norme, donc il échappe finalement à ce qui est emblématique de sa période. Tandis que les écrivains secondaires, les écrivains oubliés, eux, ils nous donnent un vrai baromètre de ce qui se faisait. Alors Moncelet, vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui est totalement oublié aujourd'hui. Il était très célèbre de son temps. Oui. C'est un polygraphe incroyable, c'est un homme fascinant, qui est l'inventeur, pour ainsi dire, du sonnet gastronomique, c'est délicieux. Il a écrit des pièces de théâtre, il a écrit des romans. C'est quand t'es plus grand. Ah oui, il a reconnu tout le monde. Il a le même éditeur que Baudelaire, on a des échanges avec eux. Et donc, ça permet, si vous voulez, d'avoir le regard sur une époque par un petit bout de lorgnette très particulier, avec un personnage que nous avons trouvé utile d'exhumer. En plus, petit clin d'œil peut-être à l'un de ses ouvrages les plus célèbres, qui s'appelait Les oubliés et les dédaignés, dans lequel il s'était penché sur le XVIIIe siècle, mon cher XVIIIe siècle que Moncelet adorait tellement, et qu'il a permis finalement de faire mieux connaître. Donc c'est une circulation, si vous voulez, entre le passé et le présent, et qui est, à mon avis, extrêmement intéressante. Alors Valérie André, qu'est-ce que vous pourriez répondre à ceux qui aujourd'hui pensent encore que les sciences humaines et littéraires, ce sont des sciences molles par rapport aux sciences dures de la vraie science? Je pense que là, ça déjà... vous énerve quand même, ça. Oui, ça m'énerve. Mais voilà, bien sûr, tout chercheur en sciences humaines est agacé par cette désignation. Je pense que la crise du Covid qu'on vient de traverser a peut-être permis, j'espère, de faire comprendre que ce qui est essentiel, ce n'est pas forcément ce qui est rentable et utile tout de suite. Et que clairement, les sciences humaines, ça fait partie d'un ensemble. Il n'y a pas cette dichotomie entre sciences dures et sciences molles. Nous avons tous besoin les uns des autres, et c'est un éclairage différent. Alors bien entendu, on peut imaginer qu'il y a des priorités, la santé, des choses comme ça, mais clairement, on n'a jamais autant lu, par exemple, que pendant la crise du Covid. Quand on a vécu les attentats de Charlie Hebdo, le traité sur la tolérance de Voltaire, ça a été le livre qui était le plus vendu. Donc je crois qu'au fond de nous, il y a ce besoin d'essayer de comprendre, et je pense que l'art, que la littérature nous y aide beaucoup. Alors, une question aussi à la chercheuse. Il y a une nouvelle tendance aujourd'hui, c'est vouloir réécrire, voire censurer des livres ou des titres. On pense au Dix petits nègres d'Agatha Christie. Qu'en pense la chercheuse en histoire littéraire? Est-ce qu'aujourd'hui, pour penser correctement, il faut supprimer, censurer, déchirer des bouquins? Personnellement, je ne le trouve pas. Je sais que je fais partie d'un courant qui n'adhère pas du tout à cela. Et je dis souvent que plutôt que de parler de cancel culture par rapport à ces livres, je trouve qu'il faudrait davantage parler de contexte culture. Alors c'est évidemment peut-être plus compliqué pour l'enseignant, ça demande un effort. Et il est évident que nous ne pouvons plus lire certains textes avec nos yeux. Ce qu'il faut faire comprendre, c'est que si ces textes étaient écrits comme ça, avec cette volonté-là aujourd'hui, oui, sans doute seraient-ils incriminables. Mais ils ne peuvent pas l'être dans une époque où ce n'était pas du tout
un réalia, si vous voulez. Donc je pense qu'il faut expliquer pourquoi. Alors, parce que sinon, on ne va plus rien lire. Hein. Alors, allez, une question bateau, mais j'ai quand même envie de vous la poser. C'est quoi pour vous la bonne littérature? Oui, et vous savez que c'est la question que, enfin, en tout cas pour ma part, je redoute toujours, parce que je trouve ça extrêmement difficile. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et objectivement, je pense qu'il faut faire aveu d'humilité. C'est très difficile de répondre à ça. Mais j'ai peut-être un embryon de réponse. Moi, je pense qu'une littérature, une bonne littérature, c'est une littérature qui continue à parler à ses lecteurs en dehors de son contexte de publication. Hein, prenez Madame Bovary de Flaubert. Il est très clair que les hommes et les femmes qui lisent Madame Bovary aujourd'hui ne le reçoivent pas du tout de la même manière que les lecteurs de Flaubert. On ne traînerait plus Flaubert devant un tribunal pour avoir écrit ça aujourd'hui. Et néanmoins, c'est un texte qui reste d'une actualité incroyable. Donc là, je pense que quand une œuvre littéraire qui échappe forcément à son auteur et qu'elle traverse le temps et qu'elle continue à parler à des lecteurs, avec peut-être une toute autre interprétation, parfois même une interprétation que n'aurait pas voulu l'auteur, eh bien là, peut-être l'auteur a réussi à toucher quelque chose d'essentiel. Tiens, au fond, vos idées, vos fulgurances vous viennent quand? À quel moment? Oula, alors mes fulgurances, j'aimerais qu'elles soient parfois plus nombreuses, mais disons que ça vient souvent à des moments où on ne s'y attend pas, ce qui fait que j'ai pris l'habitude maintenant d'avoir quand même toujours de quoi noter avec moi. Le téléphone, ça aide quand même, parce que, oui, vous savez, un chercheur, il met jamais son cerveau en repos. Voilà. Parfois, ça ferait du bien, mais j'y arrive pas personnellement. Donc, il peut très bien m'arriver, au moment de m'endormir, très mauvais sommeil, d'avoir une idée qui vient et puis me dire il faut que je la note parce que sinon le lendemain je ne m'en souviendrai pas. Et donc oui, je pense qu'il faut se dire que ça peut arriver n'importe quand et avoir toujours de quoi la pérenniser. Merci Valérie André, et je vous rappelle que vous pourrez revoir tous ces entretiens sur les sites de La Libre, de La Dash et de l'Avenir.